Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel entretien sur la chaîne YouTube des publications Agora. Nous avons le plaisir d'accueillir Yannick Colleux, spécialiste des métaux précieux et auteur de plusieurs ouvrages, notamment L'or des Français, une enquête sur l'épargne or des Français, qui sera publiée le 28 septembre aux éditions BOD. Et nous sommes également avec notre expert Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Chronique Agora. Merci à tous les deux d'être avec nous. Merci. Bonjour. Alors, si on vous a réunis aujourd'hui, c'est pour parler de l'or, l'actif le plus performant de l'année, qui a franchi un sommet historique à 2589 dollars l'once et qui, selon certains analystes, pourrait atteindre l'objectif de 3000 dollars d'ici la fin de l'année. Alors, ma première question, Yannick Colleux, c'est comment on explique le récent engouement pour l'or et qu'est-ce qui stimule aujourd'hui sa hausse qui semble inarrêtable? Bonjour. Et puis, d'abord, je veux dire que je suis ravi de retrouver Agora. L'engouement pour l'or, en fait, il y a, il y a un hiatus entre le public et les institutionnels. Il n'y a pas un réel engouement pour l'or dans le public. Aujourd'hui, la hausse est principalement le fait des institutionnels, et en particulier des banques centrales. Donc, il reste effectivement de la marge, pas mal de marge, pas, avec l'intervention des particuliers, si un jour les particuliers s'intéressent à l'or. Donc, justement, les banques centrales, combien d'or elles détiennent aujourd'hui et quelles sont les banques centrales qui amassent le plus d'or? Aujourd'hui, les banques centrales ont déclaré, parce qu'en fait, il n'y a pas d'obligation de tout déclarer, ont déclaré de l'ordre de 36 000 tonnes d'or au total. Hein. Et rien qu'en 2023, il y a eu une hausse de 1000 tonnes d'or, hein, sachant que la production est autour de 3500 tonnes. Donc on voit un peu l'importance que prennent les banques centrales dans la récupération de l'or qui est extrait, quoi. Mhm. Et les principales banques centrales qui détiennent de l'or, on les connaît, hein, donc les États-Unis, qui donc sont supposés détenir le plus d'or, suivi par les Allemands, les Italiens, les Français, et juste derrière, on a les Russes, la Russie et la Chine. Ça, ce Et sont comment, les principaux. et comment ils stockent leur or et pourquoi est-ce que leur quantité, elle n'est pas clairement déclarée? Alors, ça, je dirais, c'est un peu le jeu du chat et de la souris monétaire. Il n'y a aucune obligation de tout déclarer. Et c'est également, je dirais, une façon, en particulier pour la Chine, qui a accumulé de l'or au fur et à mesure des époques des baisses, sans véritablement déclarer ce qu'elle avait. Donc, on suppose que la Chine a plus d'or que ce qu'elle déclare. Mais personne ne le sait. Hein. C'est simplement un jeu du chat et de la souris monétaire. Les banques centrales, elles achètent l'or pour se protéger de quoi exactement? Parce que nous, on sait que les investisseurs particuliers achètent de l'or pour se protéger des fluctuations de la monnaie, mais est-ce que c'est la même chose pour les banques centrales? C'est aussi pour se protéger des fluctuations? Alors, c'est à la fois pour temporiser les variations des monnaies, en particulier du dollar. Mhm. Ça a été, jusqu'à présent, ça a été principalement pour ça, quoi. Euh, Ça a été aussi parce que, en fait, dans les pays occidentaux en particulier, on détenait historiquement, du fait de l'époque de l'étalon or, on détenait pas mal d'or, à part les Anglais qui ont quasiment liquidé, puisque je crois qu'il leur reste plus qu'une 500 tonnes, quelque chose comme ça, leurs avoirs. Tous les autres pays occidentaux ont gardé à peu près leurs avoirs en or. Mais la donne a un peu changé récemment avec la, 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 façon dont les États-Unis ont appliqué des sanctions, et en particulier la mainmise sur les réserves de la Banque centrale russe a fait que comment, tous les pays commencent à se dire si eux-mêmes ne vont pas passer sous le couperet des sanctions américaines. Donc,
les Américains ont démontré en fait qu'on peut être ami un jour et le lendemain tomber sous des sanctions. Bon, ça a été le cas, par exemple, de la France, qui a été obligée, par exemple, en 2014, de lâcher un contrat avec l'Égypte pour un bateau, hein, avec la Russie pour un bateau, lequel bateau a été repris par l'Égypte après. Et donc, les exemples sont nombreux. Et aujourd'hui, il y a une suspicion vis-à-vis des Américains, vis-à-vis du dollar, qui fait que pour échapper à des sanctions, on commence à diminuer ses réserves en dollars. Hein, et le mieux pour réserver, pour transformer ces dollars, c'est d'acheter de l'or. Donc, Philippe, c'est quelque chose dans lequel vous croyez aussi, la dédollarisation. Donc, comment est-ce que vous pensez que la dédollarisation va bénéficier alors dans les 10 à 15 ans à venir? Elle bénéficie déjà, en fait, la dédollarisation a commencé avec ce qu'on appelle la militarisation ou la judiciarisation du dollar. Donc, 2014, effectivement, la BNP prend une prune de 9 milliards, mais ce n'était pas la première. Alors, il y avait eu déjà des sanctions qui étaient un peu passées sous le radar, ça ne nous avait pas concernés, ça ne nous avait pas vraiment alertés. Mais la réalité, en fait, c'est que le Department of Justice aux États-Unis surveille et sanctionne quiconque fait un usage du dollar qui ne correspond pas aux souhaits, au périmètre défini. Alors, le périmètre, d'abord, c'est plus de transactions en dollars avec des pays dits voyous ou sous sanctions américaines. Et la dédollarisation, c'est la double conséquence. Effectivement, on n'a pas envie de détenir un actif sur lequel les États-Unis décident unilatéralement du jour au lendemain ce qu'on peut en faire ou ne pas en faire et mettre une amende, alors que ce n'était pas du tout écrit en amont. Et la deuxième chose, c'est que le dollar et l'euro, depuis la grande crise de 2008-2009, se livrent à un concours de laideur, auquel participent d'ailleurs la livre sterling et le yen. Qu'est-ce que c'est que ce concours de laideur? Ça consiste à creuser les déficits, à les combler en imprimant de l'argent à partir de rien, alors que l'or, lui, on ne peut pas l'imprimer naturellement. Donc, quand vous avez comme actif de réserve du dollar que vous pouvez vous voir éventuellement confisquer ou vous voir infliger une amende, et qu'en plus de ça, en fait, ces monnaies de réserve sont des monnaies de singe, hein, c'est de la monnaie dette, mais on sait tous que le creusement de la dette américaine est tellement abyssal que ça ne sera jamais remboursé, et c'est la même chose pour l'euro. Les États-Unis ont franchi donc les 35 600 milliards de dettes, et ça fait plus 2000 milliards de dettes en 10 mois. Vous voyez un peu le rythme, c'est juste furieux. Donc, détenir une monnaie de réserve où on en imprime entre 2500 et 3000 milliards par an, alors qu'il n'y a même pas de crise et même pas de Covid, voilà, on cherche d'autres actifs, évidemment. Donc, la dédollarisation, je dirais qu'elle est vraiment multifactorielle et elle devient d'ailleurs irréversible pour une troisième raison qui est, elle, purement technique et quantitative, c'est-à-dire que aujourd'hui, les BRICS, ça représente plus d'échanges commerciaux que le G7. Autrement dit, on a besoin de plus éventuellement de yuan, de roupies indiennes et de réals brésiliens. On en a plus besoin dans les échanges au quotidien que de dollars pour le commerce international. Et historiquement, chaque fois qu'un pays est celui avec lequel il y a le plus d'échanges commerciaux, c'est généralement sa devise qui finit par s'imposer. Donc le dollar et à plus forte raison l'euro sont très loin derrière maintenant le volume industriel et le volume d'achat de matières premières réalisé par la Chine et les BRICS. Or aujourd'hui,
c'est encore le dollar qui a la prééminence dans les achats de pétrole, mais il se trouve que l'Arabie saoudite vient justement de, de dénoncer en quelque sorte ce privilège du dollar. Toutes les transactions devaient avoir lieu en dollars pour des achats de pétrole, et aujourd'hui, l'Arabie saoudite accepte aussi bien le yuan que le rouble, que la livre kenyane, etc. Donc, je dirais, c'est game over. Alors là, on va voir une vraie baisse des taux qui a été déjà annoncée par Powell et par les banques centrales en général. Donc, comment est-ce que ces politiques monétaires elles vont affecter le prix de l'or? Est-ce que ça va être quelque chose de positif ou de négatif? L'or est stocké. Le problème d'un détenteur d'or, en fait, c'est le prix du stockage. Et donc, en fait, les taux vont intervenir uniquement sur le rendement qu'un détenteur d'or pourra avoir. Je pense que la plus grande influence qui est sur le moyen long terme, sur le prix de l'or, c'est l'influence psychologique, c'est-à-dire que c'est la, la perception du futur, autant au plan économique qu'au plan géopolitique. Je ne sais pas ce qu'en pense Philippe, qui est certainement plus porté sur le court terme, moyen terme, en matière de taux et de relations avec le prix de l'or. Clairement, le discours des banques centrales depuis le mois d'août à Jackson Hole, mais on avait déjà en fait habitué par avance le marché à une nouvelle ère constituée des crues monétaires. Alors, un cycle dont on essaie de mesurer sa rapidité. Il semblerait que on soit parti pour du moins 50 points, peut-être à plusieurs reprises. Ça en dit long sur le niveau de dégradation de la croissance en Europe et aux États-Unis. Alors, la BCE, elle va tenir cette cadence de moins 25 par trimestre. Je dois dire que là, elle est peut-être déjà en retard sur le risque de décroissance. Autrement dit, pour un détenteur d'or, au pire, la BCE continue à 0,25, ce qui semble presque insuffisant. Au mieux, elle va faire comme la Fed, elle va s'aligner à moins 0,50. Ben, si c'est ça, l'avantage de détenir de l'or ne fait qu'augmenter. Puisque d'un côté, vous avez un actif où la rémunération est de plus en plus faible, et on en imprime de plus en plus, et de l'autre, vous avez un actif, bon, qui ne rapporte rien, mais qui, par rapport au dollar ou à l'euro, va apparaître de plus en plus rare. Donc, le cycle de baisse de taux est pour moi complètement haussier sur l'or et sur l'argent, et je ne vois vraiment pas ce cycle s'inverser dans un avenir prévisible, je le vois même s'accélérer. Donc, si on baisse la rémunération et qu'on fait par exemple un plan de relance à la Draghi, qui serait de 800 milliards par an à l'horizon 2030, donc 5 fois 800, 4000 milliards d'argent totalement imprimés. On ne les a pas, évidemment. C'est un secret pour personne. On est au fond du trou. On a alourdi notre dette, nous, en France, de 910 milliards. On va bientôt être à 3000 milliards de dette, 120% d'endettement. Le plan de relance européen ne se fera que par de l'émission de dette et l'émission d'euros, comme on dit, à partir de l'air ambiant. Donc, quant aux États-Unis, ils ont passé toutes les limites cette année, puisqu'ils ont imprimé plus d'argent entre 2023 et 2024 qu'ils en avaient imprimé entre 2020 et 2021, alors qu'on était dans un quoi qu'il en coûte et des chèques fédéraux de 2500 dollars donnés à tout le monde. Enfin, voilà où nous en sommes. Donc j'ai l'impression que les banques centrales occidentales, elles le disent presque ouvertement, entre la faillite et sacrifier la monnaie, notre choix est fait. Là, on va faire face à une vraie dévaluation des monnaies, donc forcément, l'or va arriver comme grand sauveur pour les investisseurs. Donc, comment on explique que les investisseurs ne se soient pas totalement tous rués sur l'or, alors que on a l'impression que ça a toujours été l'actif qui protège justement contre ces fluctuations? Donc la situation de la France est un peu particulière.
en Europe du fait du contrôle aux frontières qui a perduré depuis, on va dire, Deuxième Guerre mondiale jusque dans les années 90. Et donc, ce contrôle aux frontières, avec quelques interruptions de temps en temps, il a fallu attendre effectivement l'entrée dans le marché unique pour, on va dire, revenir à des frontières ouvertes. Et donc, dans l'entretemps, le marché de l'or a vécu en vase clos, avec des monopoles qui sont installés, des procédures particulières, etc. Et lorsque la bourse de Paris, la bourse de l'or de Paris, a fermé en 2004, en fait, le monopole a continué et les procédures en place ont continué. Et donc, en fait, on a façonné l'esprit des acheteurs et des vendeurs, des particuliers, à rester dans ce contexte fermé. Donc, on est toujours orienté sur certaines monnaies, certaines, certains types de produits d'or, et on n'a pas regardé en fait à l'extérieur des frontières, ou depuis les années 70, en fait, existent des monnaies modernes qui permettent aux investisseurs d'avoir une offre très large et surtout qui est reconnue au niveau international. Et malheureusement, la presse n'a jamais véritablement joué le jeu. Elle a toujours, comment dire, rapporté le discours ambiant, hein, c'est-à-dire le Napoléon, avec en plus un côté un peu dérisoire. Vous connaissez tous l'or sous le matelas, enfin, etc. Hein. Les banquiers qui n'étaient absolument pas intéressés, je dirais, à vendre de l'or, hein, puisque les tout derniers, c'est le Crédit Agricole, je crois qu'il en vendait encore, puisqu'il détenait une part importante dans ces payeurs. N'était pas du tout intéressé à vendre un produit qui était sans rendement, préférait effectivement vendre des obligations, des assurances-vie, etc. Donc, tout ça fait que le marché de l'or en France est devenu complètement atypique par rapport à ce qui se passe dans le reste de l'Europe. Donc, un simple exemple, le World Gold Council, qui est une autorité internationale qui fait des statistiques sur tout le marché de l'or, fait des états annuels dans lesquels on estime la part nette conservée par les particuliers en investissement, donc en fait achat moins vente. Et donc cette part nette, en fait, en France, est restée quasiment négative jusqu'en 2008, et elle a commencé à devenir légèrement positive à partir de 2008. Et à titre de comparaison, là où les Français achètent, on va dire, net, entre vente et achat, achètent de l'ordre de 4 à 5 tonnes d'or par an depuis 2008 à peu près. Les Allemands en achètent 100. Donc 4 à 5 tonnes, vous voyez, et en face, vous avez 100 tonnes d'or qui sont achetées par les Allemands pour la même chose. Et donc, de 1990 à 2023 à peu près, on estime à 450 tonnes à peu près de pertes nettes d'or dans l'épargne des Français, à peu près. Pardon. Donc c'est d'ailleurs ça qui m'a mis la puce à l'oreille et qui m'a conduit à faire un ouvrage sur l'épargne des Français. Parce que comment est-ce qu'on pouvait, d'année en année, affirmer qu'il y avait 3000 tonnes d'or dans l'épargne des Français, alors que on savait déjà que d'année en année, ils en perdaient une bonne part. Donc on aurait dû effectivement réapprécier au fur et à mesure. Pourquoi donc les médias surestiment ces chiffres? Quel est l'intérêt des médias de ne pas jouer la transparence sur la quantité d'or que les Français détiennent en épargne? Je pense que c'est un effet paresse.
ça va être méchant, mais c'est un effet paresse, c'est-à-dire que personne n'a jamais creusé le sujet pour savoir effectivement combien d'or on avait perdu en 1815, combien d'or on avait perdu en 1871. On a quand même, la France a quand même payé 2 milliards de francs or à la Prusse pour la création du marque or. Combien on a perdu d'or en 1914-1918, combien les Français ont versé d'or dans les emprunts de 1915 à 1926, combien d'or ont été perdus avec les remboursements des armements de 14-18 et de 39 de la France libre, donc de 39-45, de 1940-1945, etc., etc., quoi. Et donc, quand on met tout ça bout à bout, on s'aperçoit qu'il n'en reste plus beaucoup. Donc, sur les 3700 tonnes à peu près d'or qui ont été émis, il doit en rester au maximum 600. Et encore, c'est 600 que j'ai calculé à partir de choses factuelles. C'est-à-dire qu'on peut effectivement dire je pense que, etc. J'ai pris uniquement des choses factuelles que j'ai trouvées dans les archives de la Banque de France ou dans les archives du ministère des Finances. Et ces 600 tonnes, il faudrait encore les réajuster, puisque vous avez, par exemple, pendant la guerre 14-18, un chercheur estime qu'il y a 100 tonnes de monnaie d'or qui ont disparu dans le nord de la France, environ, parce qu'il y a eu des pillages de la part des Allemands. Donc, il y a beaucoup d'événements qui sont intervenus et qui ont érodé complètement le stock de monnaie d'or française. Et donc, quand on dit qu'il y a 3000 tonnes d'or chez les Français, dont 2500 tonnes de monnaie d'or, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour ceux qui n'auraient pas encore acheté d'or, Philippe, quelle proportion de notre épargne est-ce qu'on devrait allouer à l'or? Écoutez, là, quand il y a eu le krach obligataire de 2022-2023, un portefeuille normalement constitué, s'il est défensif, c'est 40% d'actions, 60% d'obligations. S'il est un petit peu offensif parce qu'on est plus jeune, c'est la proportion inverse. Quand la hausse des taux a commencé, il aurait fallu avoir zéro obligation, hein. Il aurait fallu convertir massivement l'obligataire en or. Bon, je dis ça, maintenant, c'est du passé. Si vous regardez aujourd'hui la fortune des Français, hein, ça, là aussi, c'est un truc sur lequel on construit des tas de châteaux en Espagne, de futurs grands emprunts, etc. Qu'est-ce qui dort sous le matelas des Français? On parle de 6 000 milliards. Imaginez que vous décidiez que la bonne proportion d'or, c'est 10%. Il faudrait donc que les Français investissent 600 milliards. Ça fait quand même quelques centaines de tonnes d'or qui n'existent pas sur le marché. Alors maintenant, pourquoi est-ce que dans la presse, vous voyez des journalistes continuer de répéter comme des ânes, parce qu'ils font 3 clics et puis ils arrivent effectivement, le Français thésaurise, détient des Napoléons, etc. Bon, pourquoi est-ce qu'on ne débunke pas l'idée que les Français détiendraient 3000 tonnes d'or? Parce quand on est dans un pays déjà complètement surendetté et qui est complètement à l'os, question budgétaire, et que les créanciers nous font confiance malgré tout, une partie de la confiance, c'est de se dire, regardez, les Français, ils sont riches quand même, hein, 6 000 milliards, 3000 tonnes d'or. J'imagine que quelqu'un comme Yannick va se lancer dans une évaluation réelle du patrimoine des Français et qu'on découvre qu'il n'y a pas 6 000 milliards. Déjà, Yannick, il ne faut pas qu'on fasse de la pub pour son bouquin, hein, parce que si nos créanciers apprennent qu'il n'y a plus que 500 ou 550 tonnes d'or, c'est plus pareil, hein. Il en manque juste 2500 par rapport à la légende urbaine qui fait qu'on croit que la France est complètement solvable et les ménages français n'ont qu'à sortir les Napoléons de sous leur matelas. Voilà. Donc la bonne allocation, si c'est de l'or physique, ça va devenir très très compliqué de la constituer.
voyez ce que je veux dire? Euh, et ça fait en fait plus de 40 ans que les Français ont effectivement cessé de se désintéresser de l'or, parce qu'effectivement, Yannick le dit, on a rendu son acquisition très compliquée, il n'y en a plus dans les banques. L'emprunt Giscard, Mhm. remboursable en or, a laissé de très mauvais souvenirs à l'État. Et beaucoup qui détenaient de l'or se sont beaucoup plus enrichis que s'ils avaient détenu de l'emprunt Giscard. Donc on s'est dit, ça, l'or, dans une économie dette, eh ben, il ne faut pas que les gens aillent là-dessus. Parce que plus on va faire de dettes, plus Mhm. ça sera intéressant de détenir de l'or. Donc on a tout fait pour des raisons stratégiques, on a tout fait pour dissuader les gens de Bien détenir de sûr, l'or, un actif qui n'est la dette de personne et qu'on ne peut pas imprimer à volonté. Donc c'est vraiment une stratégie complètement assumée de matraquer ce marché, de le rendre compliqué. Fiscalement, bah, ça vous coûte 10% de votre stock d'or si vous n'avez pas les, euh, les bordereaux d'acquisition, etc. Donc, voilà, les Français qui détiennent de l'or, ils ont compris depuis longtemps. L'or, ils vont le négocier en Belgique, ils vont le négocier en Suisse, et surtout aujourd'hui à Dubaï. À Dubaï, c'est le premier marché physique de l'or au monde, avec, bah, c'est vrai, une forte présence indienne dans les Émirats, mais oui. également pakistanaise et chinoise. Et tous ces pays-là ont un attrait pour l'or très important. Et les Chinois, qui avaient un peu laissé tomber l'or pour l'immobilier, avec le krach immobilier, sont en train à leur tour de revenir sur l'or. Et un Chinois aujourd'hui considère que la bonne allocation en or, c'est 10%. Alors qu'il y a 3 4 ans, c'était encore 90% en immobilier, quelques actions et ça roule. Donc, vous avez là plein de pays où vous avez l'épargnant de base qui est en train de revenir vers l'or. Bah, pas le français, hein, pour l'instant, hein. Yannick, je parle sous ton contrôle, mais on voit absolument pas les volumes repartir en France. Mais Tout à si fait. vous souhaitez acquérir de l'or, je pense qu'une des bonnes destinations, ça reste bien sûr la Suisse. Et Dubaï, vous avez même des distributeurs de lingots Oui. certifiés. Vous allez là-bas, vous mettez votre carte de crédit et ça vous sort un lagotin, 100 grammes, 500 grammes, etc. Voilà. Après ça, vous rentrez avec. Bon, bah, Sans Ah, sortir le verre au encore. retour, on ne scanne pas vos bagages. Et aux Émirats, vous pouvez rentrer aux Émirats avec n'importe quelle quantité d'or. Je dirais pas, vous n'allez pas rentrer avec une mallette de 50 kilos d'or, même si ça tient facilement dans une petite mallette, hein, 50 kilos. Mais après ça fait un peu lourd au bout du bras. Mais il faut savoir que aux Émirats, vous pouvez y rentrer avec autant d'or que vous voulez, y compris sous forme de bijoux, qui vous seront achetés donc au prix de l'or 18 carats ou 14 carats, etc. Et vous pouvez repartir des Émirats avec autant d'or que vous voulez. Donc après ça, il n'y a plus qu'à lister le nombre de pays où vous pouvez arriver avec autant d'or que vous voulez sans vous faire emmerder. mais en Donc, termes de si vous voulez faire fiscalité, vos comment est-ce emplettes d'or, je vous recommande le souk de Dubaï ou le Dubaï Mall, ou alors vous avez aussi Aéroport. une petite zone franche, très sympathique, où vous avez également des centaines de négociants d'or et où tout se passe à merveille, sans taxe, sans rien du tout. justement, donc sans taxe, mais en termes de fiscalité, est-ce qu'on ne doit pas quand même déclarer l'or qu'on achète ou si jamais on fait une plus-value sur l'or qu'on a acheté, comment est-ce qu'on déclare tout ça et est-ce qu'on peut quand même se protéger de la fiscalité? L'achat d'or d'investissement, donc il y a des critères pour définir l'or d'investissement. L'achat d'or est exonéré de TVA, première chose. En revanche, si on arrive de Dubaï, euh, on tombe en fait sur la déclaration de ce qu'ils appellent déclaration de liquidité en matière de douane. Et donc, il y a deux niveaux. L'or faisant partie des liquidités qui sont à déclarer, il y a 10 000 euros. Donc là, c'est une petite déclaration informelle qui n'entraîne aucune taxe, etc. Par contre, si on rentre avec plus de 50 000 euros,
Là, c'est carrément une enquête fiscale. Donc, il faut justifier de l'origine des fonds qui ont permis, par exemple, d'acheter cet or à Dubaï, par exemple. Donc, ça, c'est la seule contrainte. Alors, ensuite, pour la vente, pour la vente, c'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué, non. Il y a de, deux types de produits qui sont taxés. Donc, c'est ce qu'on appelle les métaux précieux au sens fiscal. Les métaux précieux au sens fiscal, ce sont des produits qui sont l'or en forme de poudre, l'or en forme de barres grossières, etc. Les lingots grossiers, hein, c'est-à-dire les lingots qui sont moulés dans un moule et on leur donne un coup de tampon dessus pour leur donner un numéro, hein, et les monnaies démonétisées. Donc, les Napoléons, par exemple, hein, ou les Vrénélis suisses, ou, euh, ou les, les francs belges de 20 francs de l'époque de Napoléon III, etc. Et donc, là, on a deux fiscalités différentes, soit une taxe forfaitaire à 10,5%, soit si on peut produire toutes les informations sur l'origine des produits, hein, une taxe sur la plus-value réalisée. Donc évidemment, les gens qui ont des Napoléons qui sont dans un pot en terre au-dessus de la cheminée et qui essaient de les vendre, ils n'ont aucun moyen de justifier l'origine et du prix de l'origine. Donc ils sont soumis à la taxe de 10,5%. Et il y a d'autres produits qui sont très intéressants. Ce sont les produits qui sont dans une catégorie fiscale qui s'appelle les bijoux y assimilés. Là, c'est le fisc qui a défini cette catégorie. Et en fait, ce sont tous les autres produits qui sont, on va dire, travaillés. Donc, les médailles, les, les colliers, les bracelets, enfin, etc. Et donc, vous avez des produits qui sont des jetons, qu'on appelle des jetons. Des jetons, ça ressemble à des monnaies, mais ça n'a jamais été des monnaies et ça ne sera jamais des monnaies. Donc, on peut effectivement utiliser ce produit-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une franchise de 5 000 euros. Si on ne dépasse pas la franchise de 5 000 euros, on n'a rien à payer au moment de la cession. Et il y a une autre catégorie de produits qui sont intéressants, c'est que depuis les années 1970, 1974-1975, les premiers, ce sont les Sud-Africains qui ont lancé cette mode, on s'est mis à refrapper des monnaies à cours légal. En Afrique du Sud, ce sont les Krugerrand. Aux États-Unis, ce sont les Gold Eagle, etc., etc. Et donc, ces produits, ce sont des monnaies en or à cours légal, c'est-à-dire que ce sont des devises. Et les devises ne sont pas taxables en dessous de 5 000 euros de cession. Donc, on a deux produits qui sont intéressants pour un particulier qui voudrait investir en or sans aller vers les lingots, etc. Intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut privilégier l'or physique plutôt que de l'or papier qui, justement, n'est pas assuré par de l'or physique derrière Ah oui. nécessairement. Ben, c'est-à-dire que l'intérêt, Philippe l'a dit, hein, l'intérêt de l'or physique, c'est qu'il n'y a pas de débiteur en face. C'est-à-dire on est le créditeur de personne, on a son or et on n'est pas avec une action, par exemple, où on a effectivement un débiteur en face, on n'est pas avec une obligation où on a un débiteur en face, etc. Lorsque l'on prend un ETF, hein, euh, on est typiquement dans la situation où il faut faire confiance aux débiteurs. Alors en plus, lorsqu'on lit, je pense que là, Philippe en sait beaucoup plus que moi, mais lorsqu'on lit les petites brochures introductives de ces ETF, euh, on découvre en fait qu'ils ne sont responsables de rien, absolument de rien. N'est-ce pas, Philippe?
Absolument. Vous êtes responsable de votre crédulité, Voilà. voilà, de la confiance que vous leur faites dans leur capacité à répondre à votre demande. Si vous exercez votre droit à une conversion du papier en or, et il est très facile de vérifier que ces gens-là n'ont même pas le Ouais. dixième du stock. Et quand je parle du dixième du stock, je suis presque optimiste, mais voilà, on est dans des marchés tellement virtualisés euh, qu'on s'est habitué à tout, y compris à détenir des bouts de papier sans valeur, en se disant, bon, tant que je suis pas le dernier acheteur, ça va, ça va. Donc, tant qu'il y a une croyance dans la sincérité du produit, entre guillemets, il n'y en a évidemment aucune, euh, ben, les gens continuent de s'échanger ces bouts de papier. Voilà. Tout à Comme on fait. s'échange des cryptos, derrière lesquels il n'y a strictement aucune valeur d'actif. Voilà. Le Bitcoin, c'est ce que ça coûte à miner en termes de dépenses d'électricité. Et quand j'entends parler évidemment du Bitcoin comme or numérique, le jour où vous avez perdu votre ledger, où il y a une panne de courant, euh, vous n'avez strictement rien, hein. Vous êtes content de savoir que que votre Bitcoin, il faut 53 000 dollars d'électricité pour le miner, mais vous n'avez rien. L'or, une fois qu'il est extrait, il est transformable, il est cessible, sa valeur est reconnue partout et il se moque complètement des codes à 26 chiffres et des pannes de courant ou des pannes de réseau. Voilà, donc ça, c'est pour ça que je pense que la détention physique reste évidemment un avantage. Maintenant, les ETF, bah ça, évidemment, ça prend pas de place. Faut pas besoin de louer un coffre pour les stocker. C'est un stockage purement numérique. Mais ça vaut tout ce que valent les choses numériques. C'est-à-dire que demain, une banque fait faillite, vos actifs numérisés, enregistrés numériquement, font partie des actifs de votre banque, hein, si je ne me trompe pas. Mhm. Voilà, hein. Donc, si vous avez des ETF or, il pourrait très très bien un jour, peut-être pas à fin 2024, hein, mais un jour un peu plus lointain, d'un seul coup, en cas de problème, il pourrait se mettre à appartenir à la banque. Bon, après ça, qu'elle se débrouille pour les faire valoriser, hein. Oui, ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, je ne sais pas si si as quelques commentaires à ajouter là-dessus. Il y a des gens Ouais. qui ne jurent que par les ETF parce qu'ils ne veulent pas détenir du physique, hein. C'est entendable, hein. C'est Qu'est-ce que sur tu les en penses? cryptos, je pense que l'apparition des CBDC, la CBDC, c'est ça, hein, Central Bank Monnaie banque centrale Digital programmable, hein. Currency, devrait quand même aussi leur faire beaucoup d'ombre. Parce qu'en fait, le grand projet des CBDC, au final, c'est de pouvoir tracer toute la liquidité où qu'elle soit, quoi. Euh, je ne pense pas que dans le monde de Bitcoin, tout soit très, très, très clean. Bah, je ne sais pas si c'est cool ou pas. La seule chose, c'est que l'argument, c'est que les banques centrales vont imprimer beaucoup d'argent. Donc, on est les premiers, évidemment, à le reconnaître et en faire un argument, hein, pour la détention d'or et d'argent. Je mets bien un gros et entre l'or et l'argent. Sauf que si les banques centrales manipulent les devises, que dire du Bitcoin où les 100 premières adresses, entre parenthèses, c'est comme ça qu'on qualifie les détenteurs, on appelle ça une adresse, détiennent plus de 80% de l'actif. Donc, on est sur une ultra concentration et qu'on ne me dise pas que ça ne peut pas être manipulé et qu'on n'est pas à la merci de la centaine de baleines qui détiennent la quasi-totalité des jetons. Parce que vous, les millions d'adresses suivantes qui détiennent 20% de l'actif, ça pèse évidemment zéro. Voilà. Donc,
Voilà, c'était mon petit coup de griffe sur le Bitcoin hors numérique. Le Bitcoin, si vous le sortez de votre ledger, vous ne pouvez pas le transformer en un produit industriel de haute performance, hein, type circuit imprimé. Vous ne pouvez pas en faire des bijoux. Vous ne pouvez pas en faire une monnaie d'échange. Voilà. Alors, pareil, il paraît que maintenant on peut payer ses impôts en Suisse en Bitcoin, mais enfin, voilà, ça relève d'usages complètement anecdotiques, alors que l'or, pour être allé dans quelques pays un peu lointains, et là je rentre du Pérou. Bon, le Pérou c'est le pays de l'argent, mais enfin, on sait aussi que ils avaient des stocks d'or qui ont tous été pillés et transportés en par bateau vers l'Espagne. Euh, il y a plus d'or, il y a plus d'or exploité au Pérou, quasiment plus, hein, ou alors dans des conditions incroyables. Enfin, il y a une mine au Pérou qui est une sorte d'îlot de non-droit total à 5000 mètres d'altitude. Oui, Euh, oui. c'est un des pires coupe-gorge de la planète. Tout le monde est armé. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de médicaments. Euh, on ne peut pas compter évidemment là-dessus pour regarnir le stock d'or mondial. Donc la production d'or dans le monde, on sait qu'elle a un rendement décroissant. Je ne sais pas si tu as des chiffres récents, mais que ça soit en Chine, en Russie, au Canada, on n'est pas sur une forte accélération des volumes. En revanche, les coûts d'extraction ont quand même progressé avec la hausse du prix du gaz, de l'électricité, etc. Donc, il y a peu de chances, à mon avis, que l'or rebaisse parce que d'un seul coup, il deviendrait plus abondant. Ça n'arrivera pas. Et parce que son coût d'extraction se mettrait à chuter. Et je pense que ça n'arrivera pas non plus. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir des minières qui justement profitent de, de l'extraction de l'or? Est-ce qu'on peut miser dessus sur au moins le moyen terme? Alors, je vais faire de la peine à, à Philippe. Les minières, moi, je pense que lorsque on épargne en or, les minières ne présentent pas beaucoup d'intérêt. Les minières, hein, les actions, hein, les minières. Et pourquoi? Pour deux raisons. La première, elle est fiscale. Hein, donc j'ai montré tout à l'heure qu'il était possible de ne pas payer de taxes à la cession si on faisait le bon choix. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, moi, je suis un indicateur que je me suis créé, là, qui est le ratio entre l'or et l'indice minier BGMI. BGMI, c'est le Baron Gold Mining Index. Index, sans doute à la fin, qui est l'équivalent des indices XAU, HUI, etc. Et donc, en 2008, cet indice, donc or sur le BGMI, cet indice était à 0,5. C'est-à-dire que le BGMI pesait 2 fois plus que l'or. Hein. Aujourd'hui, en 2024, le ratio est à 3. C'est-à-dire que l'or physique, hein, le prix de l'or physique a progressé de 3 par rapport à même de 6, hein, puisqu'on est parti de 0,6, hein, de 0,5, pardon, hein, par rapport aux minières. Donc en fait, plutôt sur le moyen, quelqu'un qui est sur le moyen et long terme, hein, je dis bien, hein, pas quelqu'un qui est sur le court terme, moyen terme, quel est l'intérêt effectivement d'aller s'embêter avec des positions à prendre sur telle ou telle mine, etc. Quoi. Pour moi, il y a peu d'intérêt. Par contre, effectivement, comme c'est un produit très volatile, les minières sont relativement volatiles, pour quelqu'un qui fait du trading, je pense qu'il y a il y a sans doute des choses à faire. Mais c'est pas ma tasse de thé. Alors là, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Moi, je suis le secteur des minières.
euh, je considère que pour l'instant, le comportement est décevant par Oui, oui, rapport tout à à fait. Ouais, à la ouais, récente remontée. ouais. On vient de passer de 1700 à 2600, hein, grosso modo, j'arrondis un petit peu. Euh, il est clair qu'on attendait mieux. Quand je dis on, c'est pas Mm. seulement moi, c'est d'autres analystes, hein, qui travaillent avec Agora. Enfin, c'est clair que depuis 2 3 ans, c'est pas le secteur qui a surperformé. Et on a tenté plein d'explications. Bon, la plus évidente pour ce qu'on appelle les majors, c'est que une partie de leur production est prévendue ou elle est prévendue à un prix prédéterminé, hein, c'est ce qu'on appelle le hedging. Bah donc, si vous vendez votre stock d'or à 2100 $ et que ça monte à 2006, bah, la différence de 500, elle n'est pas dans votre poche, hein. Pas pour vous, hein. Voilà, elle n'est pas pour vous. Ce qui nous a amené évidemment à nous intéresser un peu plus près à des juniors qui, elles, bah, n'avaient même pas de production à hedger parce que Mm. quand on a un coût de production de 2100, bah, quand ça vaut 2000, on ne cherche pas à extraire. Mais à partir du moment où leur coût est de 2100, c'est le coût annoncé, hein, par exemple, et qu'on est à 2006, là, chaque once extraite, ça va faire 500 $ de gain net. Voilà. Alors après, vous me direz, bah, il y a aussi les emprunts pour les engins qu'il va falloir amortir, il faut tamiser, il faut traiter chimiquement. Tout ça a un coût, mais on va dire que moi, je pars comme hypothèse qu'ils ont bien calculé leur coût. S'ils pensent que c'est 2100 leur coût de revient, à 2005, 2006, 2007, 3000, là, ils vont faire que du gras. Ce qui ne sera pas le cas, évidemment, des mines un petit peu anciennes qui ont privilégié plutôt la régularité, distribuer un coupon, même petit, mais distribuer quelque chose aux actionnaires, ben, quitte à pas profiter effectivement d'une éventuelle flambée. Donc c'est une autre façon de gérer les choses. Donc je pense que ce qu'on appelle les juniors, il y a peut-être quand même des belles opportunités. Et il y en a eu entre 2000, 2004 et 2008, etc. Et à une époque, 2004-2008, on disait il y a que les actions, il y a que l'immobilier qui valent le coup. Il ne sert à rien de s'intéresser à l'or. Et regardez, entre 2004 et 2008, la trajectoire de l'once et la trajectoire de certaines minières, euh, le seul comparable pour certaines minières, c'était le Bitcoin, hein, entre 2000, 2013 et 2017. Donc, voilà. Il est vrai il y a toute une catégorie de minières qui sont décevantes et qui vont pas se mettre à flamber de 30-40% là d'ici la fin de l'année. Je suis je suis le premier à le reconnaître. Mais en revanche, là, vous n'avez pas le souci de vous dire, bon, j'achète un bon de souscription dont je sais que si je demande l'exercice, je ne toucherai à rien, s'il n'y aura pas d'or en face. Au moins, la mine d'or, elle existe, elle a un stock, et il y a une valeur, il y a de l'or dans le sol. On peut estimer à combien de millions de dollars sont ces réserves. Et ben, il y aura peut-être du coupon, il y aura quelque chose. Alors que si j'ai effectivement, si j'ai un, un- un bon de souscription, etc., je sais qu'en face, il n'y a rien. Donc, je préfère, Ouais, si c'est pour avoir du papier, parce que j'ai pas envie de détenir de l'or physique, à la limite, bah, la minière, ça peut être une solution. C'est du papier, j'ai pas besoin d'un coffre. Et puis, bah, si ça veut bien rigoler, avec de l'or à 3000, moi, je vois bien quelques petites minières faire x2, x3 par rapport à leur cours actuel. D'accord, donc on peut allier les deux, finalement, l'or physique et les minières pour espérer en plus des gains un peu plus importants potentiellement. c'est pas la même philosophie. C'est une philosophie un peu différente, hein, parce que Philippe n'a pas précisé qu'il y avait quand même un niveau de risque sur les petites minières, quoi. Il y a aussi beaucoup de déchets, quoi. Absolument. Et Ah oui, donc, oui, Ah, ça, oui, il faut avoir une expertise.
pour pouvoir identifier la minière qui va, qui va donner quelque chose, hein. Ah oui, on le sait pas en amont. Voilà. D'où finalement une approche assez probabiliste. Je vais acheter 10 juniors. Il suffit qu'il y en ait deux ou trois où il y a vraiment du métal Ouais, je précieux dans vois, le hein. sol. Deux ou trois, elles explosent. Bon, bah, les autres, si elles vont à zéro, à la limite, ça ne se verra pas. Ouais. Mais une des stratégies peut consister justement à ne pas prendre le risque a priori, de se dire, voilà, j'ai des tas de petites minières là, qui sont sur la ligne de départ à 1 $. La première qui atteint les 2 ou les 2,50 $, celle-là, c'est qu'on a des bonnes nouvelles. Voilà. Alors évidemment, on va rater le premier dollar de gain, hein. Elle va faire 100% sans nous. Mais une fois qu'elle sera lancée, je pense qu'on risque moins les mauvaises surprises. Et si elle passe de 1 à 4, bon bah, si j'ai raté le 1 à 2, je me contenterai quand même des 2 à 4. Alors, pour conclure, j'ai une dernière question à vous poser. Donc, si l'un de nos lecteurs, par exemple, vient de recevoir une somme d'argent importante ou qui souhaite transmettre une somme d'argent à ses héritiers, quels seraient les conseils que vous pourriez lui apporter? Est-ce qu'il y a d'autres investissements en plus de l'or qui vaudraient la peine pour éviter les investissements en papier sans valeur ou des choses qui ne sont pas forcément pertinentes aujourd'hui? Donc, ben, pour moi, le conseil, il est simple, c'est faites ce que font les banques centrales, hein. Faites ce que font les banques centrales. Les banques centrales, en fait, en 1965, c'était 38 000 tonnes d'or. Elles ont vendu, elles ont vendu, elles ont vendu, elles ont vendu jusqu'en 2008, crise. Et là, on est arrivé à 30 000 tonnes d'or. Aujourd'hui, on est à, je disais tout à l'heure, hein, 36 500, je crois, de tonnes d'or. Donc, ça fait grosso modo, entre 2008 et 2024, ça fait grosso modo 400 tonnes par an d'or qu'elles amassent. Alors que la production, je crois que tu en as parlé aussi tout à l'heure, 2008, c'était de 2300 tonnes. Aujourd'hui, c'est 3000, je ne sais pas combien, 3300, 3500. Donc, c'est-à-dire 70 tonnes à peu près par an. Donc, en fait, les banques centrales sont en train de, je dirais d'entretenir la hausse du prix de l'or. Et je pense que ça n'est pas fini du fait que les BRICS, etc., eux-mêmes cherchent à s'éloigner du fardeau du dollar, à, à échapper aux sanctions éventuelles américaines, etc., quoi. Donc, pour moi, il faut aller effectivement vers un investissement en or. Alors, il se pose toujours le problème du stockage pour l'or physique. Donc, effectivement, si c'est une grosse somme, puisque vous parlez de quelqu'un qui est richissime et qui veut, je dirais, investir et que ses héritiers puissent en profiter, il existe des ports francs à Hong Kong, à Singapour, en Suisse, où on peut acquérir de l'or. Alors, on peut l'acquérir via Internet. On en est propriétaire à 100%. Et en fait, on paie un loyer. Et ce loyer, c'est l'assurance que votre produit est en sécurité, quoi. Et vous, Philippe, quel conseil vous lui apporteriez à cette personne? Ah, le même que Yannick, faites comme les banquiers centraux. Alors, pas n'importe lesquels, évidemment. Les banquiers centraux qui acquièrent de l'or, c'est un, Chine, deux, Russie. Bon, l'Inde, en volume, c'est probablement plus que la Russie, mais pour des raisons historiques, ils sont 1,4 milliard, et puis voilà, ça thésaurise en or depuis des siècles. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu un changement du côté de l'Inde. Ça reste un gros acteur. Voilà. Et parmi ceux qui ont vraiment accéléré les achats, et dans des proportions qu'on ne peut pas connaître, parce que c'est vraiment le secret le mieux gardé, pour la Chine, je Mm. pense que, enfin, mon pari, c'est qu'aujourd'hui, ils auraient à peu près autant d'or que les Américains.
Hein, ils en extraient chaque année 400 tonnes de leur propre sol. Ils Ils sont n'exportent les pas. principaux acheteurs auprès des fondeurs helvétiques. Ils achètent tout ce qu'ils trouvent comme or qui traîne en Afrique. Ils en font fondre une partie également aux Émirats, bon, à Dubaï, hein, voilà, pour dire les choses. Il est possible que les Chinois, en tant qu'épargnants, aient également fortement accru leurs achats depuis un an parce qu'ils se détournent de l'immobilier. Et je rajoute que la Turquie, qui est pourtant en proie à une désagrégation de sa devise, hein, avec un certain aventurisme au niveau de la gestion de la devise, hein, à la fois par Erdogan et la Banque centrale, euh, même avec une devise qui n'arrête pas de se dévaluer, le Trésor turc est une des banques centrales qui a acheté le plus d'or cette année. Comme la Turquie a demandé son adhésion au BRICS, je me demande si un des prérequis pour faire partie des BRICS ne serait pas d'avoir, par exemple, je dis le chiffre totalement comme ça, c'est un exemple, hein, je ne cite pas une source, hein, ou quelque chose qui correspond à une réalité vérifiable à l'instant, mais par exemple, vous devez avoir 2% de votre PIB en or. Voilà, 2% de vos réserves en or. Bon. Euh, Si tel est le cas, je pense que la Turquie, c'est très intéressant. Ils demandent leur adhésion au BRIC et ils achètent de l'or en masse. Voilà. Et il y a beaucoup de pays qui ont rejoint les BRICS et qui détiennent de l'or ou qui vont continuer d'en acheter. Alors, je voudrais aussi savoir où en est l'Arabie Saoudite. J'arrive pas à avoir de chiffres là, c'est dommage. Mais maintenant, l'Arabie Saoudite fait partie des BRICS. Voilà, BRICS élargi. Et je me demande si le futur système monétaire commun au BRICS comportera pas un référent or. Il pourra peut-être y avoir d'autres choses. L'argent, j'y crois pas trop parce que c'est un marché beaucoup trop étroit. C'est petit l'argent, c'est vraiment tout petit, hein, par rapport à l'or. Et par contre, cuivre, pourquoi pas les puces. Je me demande si le futur système monétaire, on ne va pas enterrer le dollar en 2 ans, hein, mais le futur système monétaire, ça ne sera pas basé en partie sur l'or, et de l'or qui sera évidemment négociable de façon tout à fait fluide dans tous les pays qui appartiendront aux BRICS. Et puis il y en a beaucoup d'autres, même s'ils appartiennent pas aux BRICS, se diront finalement l'or, ça vaut peut-être quand même mieux que le dollar ou l'euro qui sont complètement en perte de vitesse. Voilà, donc de toute façon, ne serait-ce que pour se protéger contre cette perte de vitesse de l'euro et du dollar et du yen et de la livre, nous sommes dedans. Euh, je pense qu'effectivement, il faut détenir de l'or. Alors après, ben, je vous ai donné quelques pistes. Le détenir en France, moyen, moyen. En Suisse, mieux. Et Émirats, encore mieux. Singapour, Comment? Singapour. Oui, 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 oui. Mais c'est vrai que alors Dubaï, vraiment, là, l'or, c'est quelque chose d'historique et qui, bah, c'est un marché complètement fluide. Et ça, c'est quand même agréable. Et puis, je répète, vous pouvez partir de France avec des tas de bijoux, on va pas vous arrêter à la frontière, hein, avec vos bijoux. Vous arrivez là-bas, vous en emportez pour 10 ou 20 000 euros. Là-bas, c'est vendu, acheté au poids de l'or, et vous repartez avec du cash, hein. Alors après, bah, ouvrez un compte dans les Émirats avec le produit de la vente de vos bijoux, que vous, évidemment, vous n'avez aucune raison de déclarer au fisc, n'est-ce pas? Vous êtes arrivé aux Émirats, vous étiez avec des bijoux, malheureusement, vous les avez fait voler. C'est pas de chance. Ben voilà, hein. Donc, la vente des bijoux, le produit, donc, dans un compte en banque à Dubaï, une carte de crédit, et puis, ben voilà, vous avez évacué un petit peu d'argent au nez à la barbe du fisc, hein. Il n'a rien à redire, le fisc, hein. Il vous dire, mais vous êtes sûr que vous n'étiez pas parti avec des bracelets? Ben, oui, si, mais malheureusement, une femme de chambre indélicate, elle a tout volé, voilà, j'ai plus rien. Les bracelets ne font pas partie des liquidités à déclarer aux frontières, en C'est plus. bon à savoir en tout cas. Voilà.
Merci beaucoup pour toutes tes réponses. J'invite nos lecteurs à télécharger le guide d'achat d'or des publications Agora. Vous découvrirez dedans des solutions proposées par nos experts pour bien investir dans leur physique. Et je vous invite également à lire le livre de Yannick Colleux, qui nous sera publié le 28 septembre aux éditions BOD. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt.